J'ai la chance aujourd'hui de partager avec vous des résultats d'un projet qui a été mis en place et financé en réalité, il faut le dire, hein, parce que pour savoir d'où on vient et où on va, c'est financé par le laboratoire Pierre Fabre, qui a invité des associations de patients à co-construire, à co-élaborer un questionnaire qui a été administré à des individus, pas obligatoirement à des gens malades, à des individus. Justement, c'est une étude, ce qu'on appelle pragmatique, observationnelle, en vie réelle, si on veut. Voilà. Et l'étude s'appelle All pour All Colors, All Skin, All Dermatosis. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire qu'on prend en compte dans cette évaluation toutes les couleurs de peau, toutes les maladies de peau et toutes les peaux également. Donc, je remercie Marie-France de nous avoir aidé à co-construire, à consolider le questionnaire et vous allez voir les résultats qu'on a. Alors, déjà, je pense que ce qui est important, c'est de connaître la méthodologie pour apprécier l'étude. La méthodologie de cette étude a été une étude qui est on va dire, de grande envergure, puisqu'on a interrogé plus de 50 000 individus à travers le monde, répartis, vous le voyez, dans 20 pays différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on réunit ces 20 pays, ça représente un petit peu plus de la moitié de l'humanité. Donc, vous voyez, on a un échantillon représentatif et dans chacun des pays, on a construit un échantillon justement représentatif selon la méthode des quotas. Ça veut dire, vous savez, c'est comme quand vous écoutez les sondages, etc. Alors, les sondages qu'il faut voir, c'est qu'ils sont faits sur des populations de 1000 sujets avec un taux d'erreur, une marge d'erreur de 2 à 3 %. Vous savez, c'est obligatoire. Mais quand on met 50 000 individus, la marge d'erreur se réduit pratiquement à l'infini. On est à 0,1, 0,2 de marge d'erreur. Donc, on a des échantillons dans chacun des pays qui sont représentatifs de la population nationale. Évidemment, dans chacun des pays, on n'a pas mis le même nombre de patients, tout simplement parce que chaque pays est le reflet de sa population. Et puis, il faut voir aussi une chose, c'est qu'il y a des pays qui n'ont pas de panel suffisant pour mettre 1000 ou 2000 patients. Donc, vous voyez, on a entre les différents pays, entre 300 individus dans certains pays, un seul pays à 300 individus, jusqu'à 5000 individus en Chine ou aux États-Unis. Voilà. Donc, ça, c'est la méthodologie. Plus de 50 000 individus interrogés dans 20 pays différents sur les 5 continents qui représentent à eux seuls la moitié de l'humanité. Là, les pays, vous les voyez mieux. C'est une slide qu'a présentée hier Marie-Alette, puisqu'elle a repris aussi certains résultats de cette étude. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que tous les continents sont représentés. Et quand on dit tous les continents sont représentés, ça veut dire également que tous les types de peau sont représentés. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, mis à part la France, où on n'a pas le droit de demander l'ethnie des gens, dans tous les autres pays, on a le droit de demander si vous êtes de type indien, de type peau noire, de type caucasien. Il n'y a qu'en France où en tout cas parmi ces 20 pays, où les statistiques dites ethniques, c'est-à-dire demander l'ethnie des gens, n'est pas autorisée. Dans tous les autres, ça l'est. Alors, la population, évidemment, elle représente la population de tous ces pays, c'est-à-dire on est à peu près à 50% d'hommes, 50% de femmes, avec une répartition en termes d'âge. Vous le voyez, là c'est un petit peu abîmé, mais c'est exactement représentatif. Donc ça, il n'y a pas à discuter. Alors, les résultats. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les 50 552 individus que l'on a interrogés, 586 ont déclaré une maladie de Verneuil, confirmée par un médecin. C'est intéressant parce que, vous voyez, on se rapproche du chiffre qu'a donné Marie-Alette hier, autour de 1% de la population ayant une maladie de Verneuil, sachant qu'on n'est pas inconscient. Je vous rappelle que c'est confirmé par un médecin, c'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas été diagnostiqués et n'ont pas confirmé. Donc, c'est le seuil minimal. Mais déjà, en sachant qu'on est au seuil minimal de la prévalence, on est autour de 1,1% quand on divise simplement 586 par 50 552. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans des populations représentatives. Et si on fait l'effort de constituer des échantillons avec des quotas, c'est pour donner à chaque pays le poids de sa population. Vous imaginez bien que 1% au Portugal n'est pas égal à 1% en France et n'est pas égal à 1% en Chine. Et donc, quand on extrapole en tenant compte de la population de chacun des pays, les prévalences sont un peu différentes. Elles sont de 1,5% chez les hommes et de 2,7% chez les femmes. Toute population confondue et en tenant compte. Pourquoi ces chiffres-là? Parce que si cette étude a bien confirmé les chiffres qu'avait donné Marie-Alette hier, c'est-à-dire à peu près 1% en Europe, 0,6 à 0,7% de patients diagnostiqués, confirmés, il faut toujours bien faire attention à ça. On est en Asie, par exemple, à des taux de 2,6% de maladie de Verneuil. Ce qui fait que, quelque part, les chiffres deviennent, impressionnants. On a, rien que dans ces 20 pays, quand on extrapole à la population, plus de 66 millions d'individus ayant une maladie de Verneuil diagnostiquée. Vous imaginez que c'est
colossal. C'est pratiquement l'équivalent de la France, hein, si je peux me permettre. On est bien au-delà des 75 millions de malades dans le monde, puisqu'en réalité, on est à 66 millions rien que pour ces 20 pays. Donc, ça veut dire et qui représente, je vous rappelle, la moitié. Donc, on est à peu près, on peut dire, à 120, 110 millions d'individus de plus de 16 ans qui a une maladie de Verneuil dans le monde. Les chiffres sont, je pense que la méthodologie de l'étude nous permet de dire qu'on se rapproche de la réalité. Alors, on a interrogé les gens sur comment la maladie les gêne. Vous voyez, je vais aller assez vite parce que la présentation, vous l'avez dans votre recueil d'Abstract Book que vous a donné Marie-France. 65% considèrent la maladie de Verneuil comme gênant dans leur vie personnelle et 61% la considèrent comme gênant dans leur vie professionnelle. Et on voit les chiffres, même s'il y a des petites différences, sont à peu près équivalents entre les hommes et les femmes. Alors, ce qui est intéressant ici, et ce qui n'est pas vrai dans les autres études, hein, je ne veux pas dénaturer les autres études, mais ce qui est impressionnant ici, c'est qu'en ayant un échantillon de cette taille-là, avec 50 000 individus, 586 patients déclarant une maladie de Verneuil, pour évaluer la gêne et le fardeau de la maladie de Verneuil, on a isolé les patients ayant exclusivement une maladie de Verneuil. Parce que quand on a une maladie de Verneuil plus une dermatite atopique ou une maladie de Verneuil plus un psoriasis, on peut très bien dire que la gêne est plus liée au psoriasis ou à la dermatite atopique ou que la gêne est liée à autre chose. Là, nous avons isolé, c'est ce que vous voyez, calculé sur les patients ayant exclusivement une maladie de Verneuil. Donc, ça réduit un peu nos effectifs, mais ça nous laisse un échantillon de belle taille. Et donc, on ne peut attribuer l'impact des chiffres et on peut attribuer les données que je vais vous présenter uniquement à la maladie de Verneuil. Alors, je vous mets quelques chiffres, mais vous avez tous les détails dans le petit. 67% reconnaissent des difficultés dans leur vie de couple, 63% disent que leur vie sexuelle est affectée à cause de la maladie de Verneuil. Alors, évidemment, ce n'est pas des chiffres qui sont révolutionnaires, mais ce qui est sûr, c'est que des chiffres qui reposent sur une méthodologie rigoureuse qui vous permet de revendiquer ces données. Reconnaissent avoir manqué de temps pour eux, ils sont 74%. 74% déclarent à contrôler leur apparence à chaque fois qu'ils passent devant un miroir, donc ils manquent d'assurance. Ils déclarent à 62% avoir renoncé à des vacances ou à des loisirs, c'est-à-dire il y a une vraie privation, et 63% avouent quelque part, je mets avoue entre guillemets, ou confient avoir modifié des projets qui comptaient pour eux à cause de leur maladie. Donc ce n'est pas une vie qu'on pourrait qualifier de normale. Plus embêtant peut-être, 71%, c'est-à-dire les 2/3, éprouvent un sentiment de découragement face à la maladie et 55% ont renoncé à un projet familial ou professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des vraies conséquences. 75%, ce n'est pas une nouveauté parce qu'avec Marie-France, on a déjà publié récemment des résultats sur le sommeil, mais 75% éprouvent des difficultés à trouver le sommeil. 76% se sentent fatigués. 66%, on va dire entre 63 et 66%, se trouvent à la fois moins productifs au travail et ont l'impression, vous savez, d'être là sans être là. C'est ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire qu'ils vont au travail, mais ils ne travaillent pas en réalité. Et pendant des années, on évaluait l'absentéisme au travail, c'est-à-dire les gens qui ne venaient pas parce qu'ils étaient en arrêt de travail. Et aujourd'hui, on tient compte du présentéisme au travail parce que les gens, pour ne pas être stigmatisés, préfèrent ne pas déclarer des arrêts de travail, aller au travail, mais en réalité, ils ne font rien au travail, donc ils ne peuvent rien faire. Et ce qui est encore plus embêtant, parce que quand on n'est pas là, éventuellement, on peut être remplacé, mais quand on est là et qu'on ne fait rien, on n'est pas remplacé, donc des conséquences en termes de productivité. Alors, aussi important, 66% ont le sentiment d'être rejetés, 64% observent du dégoût dans le regard des autres. Et vous voyez, c'est là où les associations de patients sont utiles pour nous aider à construire des questionnaires. Parce que quand on est un laboratoire, un industriel, qu'on veut essayer de faire des questionnaires, on n'ose pas poser toutes les questions. Et la question sur le dégoût, on s'auto-censure, on n'ose pas la poser, c'est peut-être trop violent, c'est peut-être trop ceci, c'est peut-être trop cela. Et quand on est face à des associations, les associations nous disent non, moi je les entends ces questions. Donc il faut les mettre, il faut avoir le courage de les mettre et il faut qu'elles soient posées. Et c'est pour ça qu'on a des questions qu'on ne retrouve pas dans les autres projets. Et 55% ont le sentiment qu'on les évite, qu'on s'éloigne d'eux à cause de leur maladie. Donc, ces 3 dernières questions nous permettent de dire que 77% de la population ayant une maladie de Verneuil, et je vous rappelle que ce n'est qu'une maladie de Verneuil, donc on ne peut pas l'attribuer à autre chose, ont déclaré un sentiment de stigmatisation. La population ayant un sentiment de stigmatisation, mais c'est peut-être logique parce que les autres, il y a une certaine fatalité, une certaine résilience, est plus jeune que la population qui n'a pas de sentiment de stigmatisation, parce que c'est un peu, quelque part, malheureusement, c'est la résilience et on fait avec. Le sexe ratio dans les 2 populations est le même.
L'IMC, la localisation visible, on s'est demandé est-ce que le fait d'être une maladie affichante ou pas pouvait entraîner un sentiment de stigmatisation plus ou moins important. Pas du tout, alors que dans d'autres études, dans d'autres pathologies, comme le psoriasis ou la dermatite atopique, le fait d'avoir une dermatose affichante, c'est-à-dire sur le visage, sur les bras, entraîne un sentiment de stigmatisation plus important. Pas dans la maladie de Verneuil. Alors, vous le savez, le fait d'avoir une sensation de brûlure ou des douleurs cutanées, on est quand même à pratiquement 40% des patients qui déclarent avoir des douleurs cutanées, ça fait mal, et une sensation de brûlure. Mais là, je pense que je ne vous apprends rien, vous le savez mieux que moi, mais c'est toujours mieux d'avoir des chiffres, de pouvoir argumenter sur des données et sur des chiffres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on pose la question, toujours uniquement les patients qui ont une maladie de Verneuil, parce qu'ils pourraient consulter pour autre chose, 22% déclarent ne pas avoir croisé un professionnel de santé au cours des 12 derniers mois. 22%, c'est un chiffre qui est très important, c'est-à-dire que c'est une population. C'est pour ça qu'il est intéressant aussi de mettre en place des études. Vous savez, généralement, on met en place des études chez le dermatologue à l'hôpital, mais chez le dermatologue à l'hôpital, on est sûr qu'ils ont vu quelqu'un. En réalité, quand on repart des populations réelles, quand on part sur des échantillons représentatifs, on a la vraie population et on arrive également à capter ceux qui ne consultent pas. 53% ont consulté un médecin, 24% disent avoir consulté comme seul professionnel de santé un pharmacien, donc rôle très important des pharmaciens, et je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que les pharmaciens peuvent conduire, peuvent orienter le patient vers un professionnel de santé de diagnostic, un médecin, et 6% une infirmière. Vous voyez que tout le corps professionnel médical est concerné et tous doivent être au courant, donc il y a un vrai effort d'information à faire, aussi bien auprès des pharmaciens que des infirmières. Quand on regarde quels sont les médecins qui sont consultés, sans surprise, 55% des dermatologues, 31% des médecins généralistes, mais on a, et ce n'est pas fréquent dans les maladies de peau, 15-16% qui consultent un chirurgien. Et vous voyez, c'est là aussi où je vous disais que c'est important d'avoir des associations de patients qui nous aident à construire nos questionnaires. Généralement, quand on pose ce genre de questions à un psoriasis, à une dermatite atopique, à une acné, on pose est-ce que vous avez consulté un dermatologue, un médecin généraliste, un allergologue éventuellement? On ne pense pas obligatoirement à poser. C'est Marie-France qui nous avait dit mais posez la question sur le chirurgien parce que nos patients voient des chirurgiens aussi. Donc vous voyez, et ce n'est pas négligeable, 16% consultent un chirurgien. On a posé la question sur les médecines alternatives, vous savez, parce que souvent, quand les patients sont un peu perdus, se sentent abandonnés par la médecine, ils se retournent vers les médecines alternatives et complémentaires. On a un chiffre relativement important, près de 60%, 58%, 56% déclarent avoir eu recours à des médecines alternatives et complémentaires. C'est à peu près, quand on parle de l'acné, de la dermatite atopique, du psoriasis, on est autour de 30 à 35%. Donc, vous voyez, c'est un chiffre qui est loin, loin d'être négligeable. Mais chose intéressante, c'est que dans d'autres pathologies, les patients qui vont vers les médecines alternatives se détournent de la médecine traditionnelle. Alors que là, quand on pose la question et qu'on sélectionne uniquement les patients qui ont consulté un professionnel de santé, ils ne sont pas 56% à avoir eu recours aux médecines alternatives, mais ils sont 60%. Ça veut dire que les deux sont compatibles à leur esprit et c'est très important. Donc, ce n'est pas des patients qui sont dans la nature, c'est des patients qui sont suivis. Et ben voilà, j'ai terminé, excusez-moi.